Stéphane Bally, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue également à Mathieu Delcroix. Je rappelle que vous êtes le chef adjoint de la rédaction de Lille à la Voix du Nord. Nous allons aborder avec vous, Stéphane Bally, 4 thèmes et commençons par cette crise sanitaire. Il est vrai, il faut le rappeler, qui s'est invitée dans la campagne et bien sûr dans ces élections. Et puisqu'on parle justement de cette crise sanitaire, Stéphane Bally, revenons tout de même, c'est important, sur ce premier tour. Je rappelle la date, le 15 mars dernier, 2 jours seulement avant le début du confinement. Je rappelle que sur la liste Lille Verte, vous avez obtenu 24,5% des voix. Il fallait le faire, ce premier tour, le 15 mars ? On a fait face à une injonction contradictoire. La déclaration le samedi soir qui est « restez chez vous ». Pour des raisons sanitaires, mais demain, allez voter. Et finalement, tant l'expression de la démocratie que finalement le geste sanitaire ont été pénalisés, puisque à Lille, un tiers d'abstention supplémentaire, et puis une propagation du virus qui par la suite a eu évidemment une crise sanitaire majeure. Donc je pense que, voilà, rétrospectivement, on a fait face à une injonction contradictoire et on n'aurait pas dû tenir les élections le 15 mars. Écoutez, elles ont eu lieu, la démocratie ne doit pas être confinée, le second tour se déroulera donc le 28 juin et j'appelle évidemment tous les Lillois et les Lilloises à se mobiliser, à venir s'exprimer pour choisir de politique. La démocratie ne peut pas être confinée et on s'engage bien pour 6 ans. Stéphane Bally, Mathieu Delcroix, c'est vrai, il faut quand même le parler de ce fort taux d'abstention lors de ce premier tour. Oui, tout à fait. Seulement un peu plus de 32% des Lillois se sont déplacés dans l'isoloir, donc ce qui est très faible. Un peu moins d'un électeur sur 2 se déplace à Lille, on était un peu moins d'un sur 3. C'est d'ailleurs l'une des inconnues de ce second tour, Stéphane Bally. Est-ce que vous avez appelé les électeurs à se déplacer? C'est l'une des inconnues. Les électeurs, à votre avis, d'après ce que vous pouvez voir, vont-ils aller un peu plus aux urnes le 28 juin? Écoutez, déjà de rassurer. Oui, toutes les mesures seront mises en œuvre de façon à ce que l'élection se déroule dans de bonnes conditions sanitaires. Donc oui, il faut impérativement que les Lillois, les Lilloises se déplacent massivement pour venir s'exprimer, puisque c'est l'engagement pour les 6 prochaines années. Et là-dessus, je suis plutôt assez confiant. Et autrement, les retours de terrain de ces 15 jours de campagne montrent que des personnes qui ne sont pas allées voter le 15 mars, pour les raisons sanitaires, souhaitent aller s'exprimer le 28 juin. Et on saisit aujourd'hui aussi cette opportunité historique de changer. Et on a réellement une opportunité historique, finalement, de choisir de politique. Il y a un enjeu sur ce second tour qui n'était pas le cas sur les scrutins précédents. En quoi cette période inédite, à la fois la crise sanitaire, le confinement, ont changé pour vous des éléments de votre programme ou votre perception de certaines choses en matière politique ? Rester très humble par rapport à cette crise sanitaire sans précédent déjà qu'on a pu traverser. Et quand on regarde rétrospectivement les propositions thématiques qu'on ait pu présenter, soumettre au scrutin le 15 mars, finalement toute l'acuité, d'être en phase avec cette crise sanitaire, finalement, quand le prendre soin. Prendre soin de nous et des autres, qui était notre premier objectif de campagne. À travers cette crise sanitaire, on voit bien finalement toute l'acuité, toute la phase, d'être en phase avec cette crise. Évidemment, il y a, et j'irai maire le 29 juin, l'enjeu c'est de préparer la rentrée, cette rentrée qui va être inhabituelle, qui va de garantir une continuité de services publics, aussi dans un contexte qui est inédit. Cette crise sanitaire, aujourd'hui, le virus est plutôt en diminution, en activité en forte diminution, et on peut remercier tous les Lillois, toutes les Lilloises qui ont joué qui sont restés confinés et qui aujourd'hui respectent encore les gestes barrières. Alors justement, excusez-moi Stéphane Bally, mais le temps passe trop vite, mais le deuxième thème que nous allons aborder justement nous permet de parler de comment faire face à cette crise sanitaire. Deuxième thème, Lille et bien entendu la reprise économique. Justement, Stéphane Bally, avec cette crise sanitaire, quelle reprise économique pour la ville de Lille et commerçants, artisans, entreprises? Certains n'ont plus de trésorerie. Un élu
le maire de la ville peut aussi agir? Il faut rappeler que le développement économique, c'est une compétence de la métropole. Et que maire de Lille, je travaillerai avec la métropole européenne de Lille, mais aussi le conseil régional. Et on a des actions de soutien, et d'ailleurs qu'on a pu voter lors du dernier conseil municipal. Je pense notamment aux cafés, aux restaurants qui ont été fermés pendant une très longue période, et donc comment on neutralise des places de stationnement de façon à permettre le déploiement sur des terrasses, sur l'espace public, qui permet finalement la reprise d'activité pour ces cafés et hôtels-restaurants. Et je pense qu'il faut avoir évidemment des réponses de court terme, mais aussi une vision de long terme, de changer de logiciel. Et on voit finalement tous les emplois dans l'économie durable, le bâtiment, les travaux publics, l'isolation des logements, une activité qui est non délocalisable, avec des emplois qualifiés et qui permet à la fois de sortir des ménages de la précarité énergétique. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi. Et on peut décliner, je pense évidemment durant la période de confinement, l'explosion de la consommation dans les coopératives bio. Et les derniers sondages près des Français avec une vraie appétence finalement aussi pour un changement de consommation. Et en tant que maire, en tant que collectivité, c'est comment on fait levier, comment on amplifie. Voilà. Soit on répond aux aspirations et on répond aux questions de long terme, j'allais dire, soit finalement on porte des projets du passé, des réponses du passé, et je pense notamment au centre commercial Illenium. Oui. Alors justement, le centre commercial Illenium, vous avez déjà eu l'occasion d'annoncer que si vous étiez élu maire, vous ne participeriez pas à l'inauguration de ce centre commercial à Lille Sud. Est-ce que vraiment le maire de Lille ne peut participer à cette inauguration alors que ça représente quand même quelques centaines d'emplois et notamment pour des Lillois? Écoutez, pas plus tard qu'hier, j'étais à Lille Sud à la rencontre de commerçants qui étaient extrêmement sceptiques quant à l'arrivée de ce énième centre commercial. Et peut-être ma formation scientifique, mais je sais faire les additions, mais aussi les soustractions. Et on sait qu'un emploi dans la grande distribution, en fait, en détruit 4 par ailleurs dans le commerce indépendant. C'est vraiment deux visions de société qui seront proposées et auxquelles les Lillois sont amenés à choisir le 28 juin. Dans votre programme, vous proposez de créer des cœurs de commerce dans les quartiers. Concrètement, comment vous voulez vous y prendre pour lancer ces cœurs de commerce ? 10 quartiers apaisés, évidemment un centre-ville qui soit enfin rendu aux piétons et avec qui permette aussi le dynamisme du commerce. Pendant des années, on a opposé finalement la piétonisation au dynamisme des commerces. Et aujourd'hui, dans cette période de crise sanitaire, en fait, on a piétonisé pour finalement sauver nos commerces. Donc évidemment, il faut mettre fin à cet anachronisme d'avoir une grande place qui soit encore traversée par les voitures. C'est la dernière grande place flamande, et un large secteur piéton et commerçants. Et on voit bien, en fait, les deux vont de pair. Et c'est dans chaque quartier d'avoir des cœurs de quartier dans lesquels il y a des activités. Alors, à la fois, je pense notamment au développement de marchés de plein air, mais aussi de commerces de proximité qui répondent, je pense, l'enjeu, c'est aussi de répondre aux besoins et de faire levier aussi aux aspirations de la société. Stéphane Bally, justement, je vous ai entendu parler de piétonisation. Eh bien, il est temps d'aborder déjà le troisième thème qui... vous avez un grand intérêt justement sur ce thème, ce sont les transports, mobilité et bien sûr l'environnement. Stéphane Bally, les transports, mobilité, environnement, vous avez parlé de piétonisation. Pour vous, la voiture a toujours sa place à Lille ? La voiture a sa place, mais elle n'a plus toute la place. Et il nous faut faire une réelle révolution urbaine, c'est ce que nous voulons faire. Il faut le faire sérieusement. Je pense au partage de l'espace public, se libérer de l'emprise de la voiture et renaturer la ville. Sur ces deux points, on voit qu'aujourd'hui, on est au milieu du gué. En termes de renaturation, je pense à certaines requalifications de voiries qui ont été faites en fin de mandat, où on a couru chez le pépiniériste pour faire des plantations la veille de l'inauguration. Ce n'est plus possible. Il faut avoir une approche qui soit systémique. Et puis, en termes de mobilité durable, ce que je propose, c'est un nouveau contrat social. Contrat social qui soit, oui, se libérer de l'emprise de la voiture, donc moins de voitures à Lille, mais
plus de transports en commun, des transports en commun qui à terme sont gratuits, donc des transports qui soient fiables, avec une offre renforcée, du tramway, et c'est un nouveau choix qui est aussi offert aux Lillois le 28 de pouvoir trancher. Est-ce que c'est un tramway qui finalement fait le tour de l'île sans desservir ni les quartiers ni les commerces, ou un tramway comme l'ont fait toutes les métropoles de France et d'Europe, avec un tramway qui passe en centre-ville? Mathieu Delcroix. Oui, je reviens sur la piétonisation, la place du vélo aussi. Lors du déconfinement, 15 km de voies cyclables ont été aménagées en lien avec la métropole européenne de Lille. C'est une initiative que vous saluez. Est-ce que c'est déjà suffisant? Est-ce que pour vous, il faut aller encore plus loin sur la place du vélo, qui est une question importante à Lille? C'est une initiative auquel, en tant qu'élu écolo, on a pleinement pris part. Je pense notamment à l'aménagement qui a été réalisé rue du Molinel, qui était une proposition qui avait été formulée il y a plus de 10 ans par mon prédécesseur écologiste, Marc Centré. Donc oui, il faut clairement changer de braquet. Et quand on regarde des villes, je citerai Bordeaux, je citerai Grenoble, je citerai Strasbourg. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas forcément de clivage politique, il s'agit de volontarisme. Et puis, allons juste de l'autre côté de la frontière, Gand, Anvers, où on voit qu'une politique cyclable volontariste, c'est aussi du courage, de partage de l'espace public, ça fonctionne. Et il y a une véritable aspiration, et aujourd'hui on le voit, on le mesure, dès qu'on fait des aménagements de qualité, la fréquentation du vélo augmente. Donc oui, il faut avoir ce courage de partager, je ne parle pas de partager l'espace public entre la voiture, mais aussi les piétons. L'enjeu de la marche, c'est aussi un enjeu de santé. Il faut aussi avoir une activité, donc c'est bon pour la santé. Donc l'enjeu de la marche, l'enjeu du vélo, le partage de l'espace public avec des transports en commun, et puis aussi, bien évidemment, renaturer la ville. On a un certain nombre d'espaces sur les voiries qui peuvent demain être renaturés. Alors justement, Lille est parmi la plus grande ville de France qui compte le moins d'espace vert par habitant. Comment faire pour renaturer la ville? Vous dites gagner un peu de place sur l'espace public. Est-ce que ça peut suffire pour répondre à l'attente des Lillois de davantage d'espace vert? Oui, d'ailleurs, rappelons, 13 mètres carrés de verdure par habitant. La moyenne d'espace vert pour les 50 plus grandes villes de France, c'est quand même de 48 mètres carrés. Vous le disiez, c'est pas juste mettre quelques plantes au bord des trottoirs? On est tout à fait d'accord. Et en la matière, il n'y a pas de fatalisme. L'exemple porté par mon prédécesseur, Éric Hiquet, élu écologiste, avec la création du parc JB Lebas. Finalement, un roi sans descendant. Or, ce que je propose, c'est dans le mandat prochain, c'est de créer et d'étendre 10 parcs. Évidemment, on pense à Saint-Sauveur, on pense évidemment à la couronne nord entre Pasteur et la Deule. Oui, ce sont des créations de parcs de proximité qui permettent à chaque Lillois d'avoir en fait un accès au quotidien à la nature. Et ça va de pair avec la création de parcs plutôt métropolitains, d'espaces de grande respiration. Il n'y a pas de fatalité en la matière, c'est le choix de politique. Et sur Saint-Sauveur, clairement, les Lillois, de nouveau, le 28 juin, ont le choix. Un parc de 15 hectares ou 2500 logements, un bétonnage en règle et un carré de verdure. Vous, sur Saint-Sauveur, rappelons-le, quelle est la part de logement que vous souhaitez Saint-Sauveur, c'est avant tout l'échec de la méthode, d'avoir voulu passer en force et de ne pas répondre aux enjeux actuels, je pense du climat, de la qualité de l'air, de la renaturation de la ville. Donc sur Saint-Sauveur, c'est 15 hectares d'espace vert, c'est une piscine à Max-Ormois parce qu'on a besoin d'une nouvelle piscine. L'équipement actuel ne répond plus aux besoins, d'avoir une piscine aussi sur FCB. Et puis, donc 15 hectares d'espace vert et 4 hectares que l'on met en fait au débat pour des logements sociaux, pour des logements étudiants ou des équipements. Je pense d'intérêt général, on peut penser à une médiathèque. Mais ça, c'est de nouveau une question de méthode et c'est une co-construction avec les Lillois. Il faut se donner les moyens. C'est aussi une façon pour vous de lutter contre les îlots de chaleur qui touchent particulièrement cette ville de Lille et qui touchent donc le quotidien, le bien-être des Lillois. Écoutez, il y a un an, quasiment jour pour jour, je mesurais la température des pavés de cet immense îlot de chaleur qui a été créé devant la gare, place des Buisses et devant la gare. Clairement, et comme je l'évoquais tout à l'heure, on a besoin, dès la conception des projets, d'intégrer la renaturation, d'intégrer la résilience de notre territoire, finalement d'intégrer les enjeux d'aujourd'hui et non ceux d'il y a 20 ans. La couleur des pavés, ça n'est pas suffisant pour réaliser une politique publique d'aménagement.
C'est possible de débétonner? Débétonner et débétumiser. Oui, on peut débétonner des cours d'école, mais il faut aussi débétumiser, c'est-à-dire transformer un certain nombre de places de stationnement par des espaces de plantation. Donc chaque Lillois, en proximité, c'est d'ailleurs l'engagement qu'à moins de 5 minutes, il y ait un espace vert, alors qui ne soit pas un parc métropolitain, mais qui ait des espaces de respiration. La nature, c'est plus que du vert dans le paysage, c'est nombre de bénéfices. C'est la lutte contre les îlots de chaleur, c'est de créer des îlots de fraîcheur, mais c'est aussi un arbre mature capte une vingtaine de kilos de poussière chaque année. Dans une des villes avec la qualité de l'air les plus dégradées, on voit tout l'intérêt de la nature en ville. Stéphane Bally, merci. Il est temps déjà d'aborder le dernier thème, le temps passe vite, je vous le disais. C'est un thème très important, la sécurité et les Lillois. Dernier thème, donc, nous allons aborder, Stéphane Bally, la sécurité lillois. Mathieu Delcroix, on parle ça beaucoup de la police nationale, mais un élu a aussi la responsabilité de sa police municipale. Tout à fait, et c'était l'un des thèmes effectivement qui s'est imposé lors de cette campagne. Alors vous vous distinguez un peu de vos concurrents, Stéphane Bally, puisque vous avez annoncé que vous souhaitiez augmenter l'effectif de la police municipale, mais vous êtes contre l'armement de cette police et contre l'extension de la vidéosurveillance, alors que Martine Aubry et Violette Spielbout sont plutôt pour l'extension de cette vidéoprotection. Ma principale mesure en matière de sécurité, oui, c'est d'augmenter les effectifs de police municipale. C'est aussi du lien humain. On a besoin de présence humaine. Et à côté de ça, oui, je ne serai pas le shérif de Lille. Donc je refuse l'armement. L'enjeu aujourd'hui, c'est bien de réduire la violence dans l'espace public. C'est surtout pas de rajouter des armes dans l'espace public. Ne pas se tromper. Le maintien de l'ordre, c'est une fonction ou c'est une compétence régalienne. C'est à l'État. Et donc la police municipale, finalement, c'est aussi une police de tranquillité, de proximité et de connaissance des incivilités, mais je pense au bruit, je pense de déchets, mais aussi de renseignements et de travail en collaboration avec la police nationale. Et donc pour les problèmes de délinquance ou de trafic de drogue qui touchent plusieurs quartiers lillois, pour vous c'est du ressort de la police nationale, et donc la police municipale ne doit pas s'attaquer à ces problèmes-là? La question de la drogue à Lille, elle doit être prise sur de multiples angles. Il y a la question de la consommation, qui est question qui est avant tout sanitaire, et notamment une proposition, c'est la mise en place d'une salle de consommation à moindre risque. C'est une question sanitaire vis-à-vis aujourd'hui des consommateurs dépendants. C'est aussi une question de sécurité vis-à-vis des riverains. Et après, il y a la question du trafic. Et le trafic de drogue, ce n'est pas une compétence municipale. Par contre, bien évidemment, il s'agit de faire en sorte que l'état de droit règne sur à chaque coin de rue de la ville de Lille, et j'allais dire de l'homme et d'Hélène. Mais ce sentiment d'insécurité existe, mais comme dans d'autres villes, on l'a encore vu avec ce qui s'est passé place des Regnault, on est quand même en plein centre-ville, le quartier de la Gare qui est souvent dénoncé. Vous avez déclaré, vous ne croyez pas aux opérations coup de poing, mais c'est pas un petit peu utopiste Écoutez, ce qu'il faut, ce sont des moyens. Et on le voit d'ailleurs. Le soutien de Martine Aubry, Jean-René Le Serre, le président du conseil départemental, la réduction des moyens d'éducateurs, en fait, a une conséquence directe en termes de prévention. Donc oui, il faut remettre de l'humain. La sécurité, il faut remettre de l'humain, et il faut que chaque acteur, je le dis bien, de la police municipale, de la tranquillité, jusqu'à la justice, il faut arrêter la démagogie avec soit l'armement, soit des réponses sécuritaires ou des réponses à Big Brother. Vous ne croyez pas, je reviens sur la vidéosurveillance, mais puisque c'était l'un des thèmes de débat là, dans cette campagne, pour vous c'est un instrument qui n'est pas utile pour lutter contre la délinquance ou des problèmes de rivalité, comme on peut le voir à Oisem encore récemment, entre bandes? Écoutez, j'ai rencontré les riverains de la rue Masséna, qui est un des sites évoqués pour de la vidéosurveillance, en tout cas par certaines candidates. Est-ce que ce sont les caméras qui vont aller contrôler ou empêcher les personnes qui sont alcoolisées sur la voie publique? Non. C'est la présence humaine.
oui, il faut, et je réitère mon propos, oui, il faut augmenter les effectifs de police municipale. Et il faut travailler de façon conjointe avec la police nationale, mais aussi avec la justice. Arrêtons de traiter ou d'aborder la question de la sécurité uniquement sur un terme finalement de surenchère sécuritaire, d'une part, et démagogique. Je pense qu'il faut prendre le problème à la fois à bras-le-corps et sans mener de politique de l'autruche, mais réellement d'avoir des réponses qui soient des réponses de terrain. Vous parlez d'une nouvelle charte de vie nocturne. Pourquoi aujourd'hui elle est insuffisante? Écoutez, les acteurs de la vie nocturne que j'ai pu rencontrer ces derniers mois s'interrogent sur finalement l'existence même de cette charte, puisque la dernière réunion remonte à plusieurs années. Donc oui, nous posons comme principe d'avoir une charte qui conditionne l'ouverture tardive des établissements, et le non-respect de la charte, je pense notamment en termes aussi sanitaires, eh bien, suspend la possibilité d'ouverture tardive. Je pense qu'il y a finalement, c'est un donnant-donnant. Et c'est un engagement l'engagement non respecté amène en fait à la suspension de l'autorisation d'ouverture tardive. Mathieu Delcroix, très rapidement, dernière question, il reste 40 secondes. Vous avez été très critique sur tous ces sujets, sur ce qui a pu être fait ces dernières années par Martine Aubry et son équipe. Vous faites partie de la majorité, vous avez fait partie de la majorité. Est-ce que vous n'avez pas réussi à peser suffisamment? Est-ce que vous n'avez pas été écouté? Pourquoi tout ce que vous proposez aujourd'hui n'a pas pu déboucher? Une réponse très rapide, s'il vous plaît, il ne reste plus que 25 secondes. Sur la sécurité, Martine Aubry s'est reniée sur le sujet. Je ne comprends pas, sauf à des fins électoralistes. Très bien. Écoutez, Stéphane Bally, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le candidat d'Europe Écologie Les Verts pour la mairie de Lille. Merci beaucoup à Mathieu Delcroix. Je rappelle que vous êtes le chef adjoint de la rédaction locale de Lille pour la Voix du Nord. Encore un grand merci. Je vous souhaite une très bonne campagne. Merci. Cette interview politique WEO La Voix du Nord a été réalisée avant la parution du sondage IFOP sur les intentions de vote pour ce second tour à Lille, avec 39% des voix pour Martine Aubry, 37% pour Stéphane Bally et 24% pour Violette Spilbou. Nous avons demandé à Stéphane Bally d'Europe Écologie Les Verts sa réaction. Il confirme les retours terrain qu'on a maintenant depuis plusieurs semaines. Une véritable attente des Lillois et des Lilloises pour un changement. Donc oui, on est au coude à coude. Il reste moins de 10 jours pour convaincre les Lillois et les Lilloises que le seul bulletin pour changer le 28 juin, le vote d'espoir, le vote d'avenir, c'est celui de Lille Verte 2020. En octobre dernier, je posais que le match serait entre Martine Aubry et moi. Et confirmation sondage après sondage, vote du 15 mars, et finalement, on a là, dans le sondage publié ces derniers jours, oui, finalement, un choix qui est historique offert aux Lillois, qui est 2500 logements et un timbre-poste de verdure pour Saint-Sauveur ou un grand parc. Donc clivage entre nature et logement, entre les quartiers périphériques et les quartiers centraux, ou au contraire le projet de rassembler les Lillois autour de la transition écologique et de la justice sociale. Du terrain, la rencontre des Lillois, convaincre chaque Lillois, chaque Lilloise qu'il y a une opportunité historique le 28 juin de changer enfin de politique, de ne pas se tromper de bulletin Violette Spilbou qui est finalement un bulletin Martine Aubry, et donc il y a un bulletin finalement qui n'amène pas le changement, et du 4e mandat inutile dont on voit finalement qu'il est prêt même à faire l'alliance avec la droite. Et je ne reviendrai pas sur les propos de Thierry Pochet qui sont grotesques, et je hais l'outrance. L'outrance dessert le propos. Néanmoins, on voit que, comme mes collègues à Toulouse, à Lyon, et dans de nombreuses villes de France, finalement, il y a cette coalition anti-climat. Cette coalition anti-climat, finalement, c'est la coalition de l'ancien monde, du monde qui veut que rien ne change et finalement qui s'enferme dans l'impasse. Donc oui, les Lillois auront le choix, le 28 juin, entre finalement une alliance d'une maire avec un pouvoir solitaire et d'une alliance avec le président du département du Nord, de droite, ou le bulletin pour changer, le bulletin qui rassemble et pour faire ensemble.
à Lille comme ailleurs, on a cette coalition anti-climat, mais finalement plutôt les derniers soubresauts du vieux monde qui est encore ce débat, qui n'a pas compris que le monde changeait, que les aspirations changeaient, qu'il fallait répondre à des urgences aussi bien globales, l'urgence climatique, mais aussi locale, je pense à la terme de qualité de l'air. Oui, on a finalement une alliance qui est contre nature, mais finalement qui correspond à ce qui se passe malheureusement aussi dans d'autres villes. Et les Lillois auront donc le choix, voilà, sur le bulletin du passé, le bulletin des petits arrangements entre amis du millénaire dernier, ou le bulletin d'espoir, le bulletin du vote d'avenir avec l'île verte. Je m'adresse à la génération climat, la génération qui refuse de vivre dans une ville polluée, qui refuse de vivre dans un monde qui soit surchauffé, mais aussi à la génération, je pense aux seniors, pour leurs vieux jours, mais aussi pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, c'est-à-dire cette génération climat. Toutes les personnes qui sont dans les quartiers, notamment dans les quartiers populaires, qui constituent finalement le tissu, la richesse lilloise, oui, de se mobiliser. Le 28 juin, c'est possible, enfin, pour changer. Pour ce second tour des municipales à Lille, le résultat des urnes, c'est ce dimanche 28 juin.